Bon, j'ai reçu sinon un email aujourd'hui auquel je vais répondre. Donc un entrepreneur à La Réunion qui fait du petits œuvres dans les maisons, des réparations, qui m'écrit. Donc il a acheté mes formations et puis il a lancé une boîte à La Réunion. Et puis ma foi, il a fait pas énormément de chiffre d'affaires, il a fait pas mal de démarches commerciales, il a fait de la pub Facebook, et puis il est en train de me dire que voilà, à chaque fois qu'il contacte 40 agents immobiliers, il a eu que 2 retours de mecs qui lui ont filé du boulot. Les 38 autres lui ont dit oui bien sûr je suis intéressé, je vous rappellerai quand j'aurai besoin, puis il rappelle pas. Et donc il me demandait si c'était normal ou pas et comment faire pour faire grossir son entreprise. Alors oui, les taux de conversion pour tout le business, ça aussi entre 1 et 5%. Après ça dépend du prix de vente et ce que vous vendez, par moment ça peut monter à 10%, mais 1 à 2%, 1 à 3% c'est un peu standard quand on fait des démarches commerciales pour trouver des clients, donc oui c'est assez dur. Donc je chantais un petit peu dans son email et la pilule était un peu difficile à avaler, enfin les efforts commerciaux pour lui paraissaient un petit peu lourds. Mais ouais, pour toute boîte c'est un peu relou, ouais, le commercial c'est lourd, il faut se battre, c'est là où il faut se battre pour trouver des clients. Alors ensuite il me posait une autre question, donc il me disait est-ce qu'il y a moyen d'améliorer, etc. Donc oui, si une fois qu'on connaît les taux qui sont à peu près linéaires, moi j'ai testé sur différents business, mais c'est assez étonnant. On peut monter de 0 à 100 000 prospects et on aura un taux de conversion linéaire de 0 à 100 000 en fait. Donc le chef d'entreprise, son job c'est de trouver le moyen de toucher 100 000 mecs. À partir du moment où il a son taux de conversion stable, l'intelligence consiste à trouver un moyen de toucher 100, 200 000, 300 000, donc toute la cible, de manière à avoir un maximum de clients. Mais oui, c'est laborieux pour tout le monde, on en chie tous. Il n'y a pas de business facile, et s'ils sont faciles, ça dure jamais longtemps, ils sont arbitrés, il y a la compétition qui arrive, et ça reste toujours très dur. C'est pas pour rien que les entrepreneurs, il n'y en a pas tant que ça, et qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent le salariat. Ouais, c'est dur. Donc quand quelqu'un part du salariat, il s'imagine que les entrepreneurs, ça fait du slip et tout. Et vas-y, on fait la fête avec les copains, on boit du rhum, on baise dans tous les sens, et puis on travaille, et puis on roule dans les bagnoles de sport. Non, non. Non, il faut en chier grave avant. Donc au-delà du volume, l'autre question qu'il me posait, c'est voilà, il est à La Réunion, et puis tout d'un coup, il commence à se poser des questions sur le potentiel de sa niche. Alors déjà j'ai envie de répondre, il a peut-être fallu se poser des questions avant de démarrer, ou alors il faut se dire que la première année c'est une étude de marché et non pas un jeu à balles réelles. Moi de mon expérience et de tous les témoignages que j'ai eu, je vous rappelle que j'ai reçu au moins 5000 témoignages maintenant. Alors ça me permet de balancer tout ce que j'ai appris par ailleurs en ayant votre expérience pratique que moi envoyée au fil des années. De mon expérience concrète d'entrepreneur sur plusieurs business, de ce que j'ai pu lire et apprendre et de me former et des témoignages que m'avez envoyés, il ressort quand même une erreur très très fréquente chez les entrepreneurs français débutants, mais vraiment très très fréquente. Ça consiste à mal jauger la demande et surtout la taille de la demande. La Réunion, il n'y a pas grand monde, il y a 25 ou 30% de RMI, c'est pas très solvable. Le marché est pas très large. En plus, plus les économies sont petites, généralement plus, il faut le savoir, on n'en parle jamais de tout ça. Alors, je vais encore faire grincer des dents, mais enfin c'est la réalité. Plus les économies sont petites, plus elles sont inefficientes, c'est-à-dire que des oligarches et des mains puissantes sont là depuis des générations par moment et vont bloquer l'apparition de la concurrence en menaçant, littéralement, directement et indirectement. Donc dans les pays civilisés, on menace à coups d'avocat, de contrôle fiscal, d'intervention de la force publique pour de quelconques lois obscures de manière à bloquer la personne, à lui en faire chier. Et dans les pays moins civilisés, en fait on vient vous voir, par exemple en Colombie, j'ai plusieurs histoires, au Venezuela j'en parle même pas, mais en Colombie et dans d'autres pays émergents, dès que vous passez une certaine taille de business, vous êtes en train de marcher sur les plates-ventes de la mafia locale et donc on vient vous voir littéralement, on vous rencontre et puis on vous dit que voilà votre business vous allez le vendre à 5%, 10% de sa valeur, ça dépend. Et que si vous le faites pas, dans 3 semaines, un mois, votre famille et vous, vous serez en train d'apprendre à nager au fond de la mer ou en train de jouer avec les vers de terre sous terre, mais on vous fait comprendre que grosso modo votre vie est directement menacée si vous ne laissez pas votre business. Donc la plupart des entrepreneurs sont foutus et doivent vendre leur business de force. C'est comme ça que ça se passe dans les pays émergents. Alors en Thaïlande ils ont notre manière. En Thaïlande vous avez 1000 chefs d'entreprise qui sont en prison actuellement à cause de ça. Alors, évidemment personne n'en parle non plus. Grosso modo
Vous montez un business avec des tailles, voilà, vous associez, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, et puis à un moment, les mecs, ils se disent qu'ils n'ont plus besoin de vous. Et donc, ils vous mettent 1 kilo de cocaïne sous votre clim, ou des conneries de ce genre, et puis le lendemain matin, à 6 h, la police arrive, fouille la maison, et comme par hasard, trouve 1 kilo de cocaïne, alors vous n'avez jamais touché de votre vie à la drogue. Et puis, vous partez en prison, et puis, en fait, le crime de drogue au Thaïlande était tellement lourd, vous en ressortez jamais, grosso modo, il n'y a jamais de justice, et pendant ce temps-là, on vous pique votre business. Moi je préfère la formule latino, on me dit tiens voilà 5% et barre-toi, que la formule taille où on me fout 1 kilo de cocaïne sous ma clim. Donc ne pensez pas que ça soit rare, c'est extrêmement fréquent. C'est comme ça que ça se passe la plupart du temps dans les pays émergents. Donc si vous faites un business dans les petites économies, dans les pays émergents déjà, pour répondre à ce client, sur les petits marchés c'est extrêmement compliqué de faire de la marge, de faire suffisamment de volume de marge pour pouvoir en vivre, puisque tout simplement la taille de l'économie n'est pas assez grosse. Ici au Costa Rica, plein de gens, encore la semaine dernière, j'ai appris quelqu'un qui s'en va. Donc c'est une aberration économique de faire des business comme ça dans les petites économies, parce qu'on ne peut pas en vivre. Donc les gens essayent. Et bien sûr, ce que je suis en train de raconter, ils n'y croient pas. Donc ils essayent. Et puis, il vaut mieux couper au bout d'1 an, ce que j'ai envie de répondre à ce lecteur, il vaut mieux couper au bout d'1 an si ça ne marche pas qu'au bout de 10 ans, parce que de toute façon ça ne marchera jamais, parce que la structure même du business et du business model n'est pas viable. Donc développer en mode local des business sur des petits marchés, ça n'a pas de sens économique, à moins de vouloir rester pauvre et d'en chier pendant 10 ans comme ça, et au final de crever quoi. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est donc je vous rappelle que la logique quand même du business, surtout dans les pays émergents, il y a des coûts de fabrication assez faibles. La logique ça reste quand même de produire en local un bien ou un service que vous allez exporter sur les marchés matures qui payent cher. C'est un peu le but. Je ne vois pas l'intérêt de produire un bien ou service sur un marché local où il n'y a pas de demande solvable, enfin à un suffisamment bon niveau pour que vous puissiez faire votre vie. Pour moi ça n'a aucun sens. Sauf niche, sauf exception, mais si vous enlevez les exceptions, il y a 80% des business qui ne créent pas de valeur, il faut le savoir. Donc vous lancez un business où il n'y a pas de création de valeur, pour moi ça n'a aucun sens, vous allez y laisser votre peau. Ici à Rothschild, je ne sais pas combien de mecs sont venus avec des idées puis sont repartis en 10 ans. Donc vous abandonnerez avant, de toute façon les faits économiques auront raison de vous avant votre volonté. Voilà, donc l'idée ça reste quand même de produire sur place pour exporter, mais si voilà, la vente à l'international, si voilà, vous voulez pas produire pour vendre à l'export, alors vous devez choisir une économie suffisamment grande. Donc suffisamment grande, c'est 30, 40, 50, 100 millions de personnes. Voilà, donc vous avez quand même un certain nombre de pays émergents acceptables qui proposent des populations de ce genre. Et donc vous allez devoir vous prendre un associé. Alors ma recommandation par expérience, maintenant que j'ai corrompu suffisamment de gens pour résoudre certains problèmes et que d'autres ont fait pareil et que quand on le fait pas, on n'a jamais rien, il va vous falloir tôt ou tard un associé qui soit connecté aux hautes sphères oligarchiques pour pas vous prendre les oligarches dans la gueule. Donc d'une manière ou d'une autre, de toute façon, il va falloir payer quelque chose aux oligarches pour assurer votre protection et votre droit d'exercer votre activité dans ce pays émergent. Si vous avez quelques ambitions entrepreneurs, encore une fois, d'atteindre un certain niveau de confort matériel, voire de fortune, d'une manière générale, tôt ou tard, vous allez devoir dealer avec les oligarches locaux. Donc vous avez intérêt à avoir un associé local qui a ses portes d'entrée, qui va rémunérer aussi. Donc tout ça, ça coûte cher. Et alors surtout, ça c'est mon conseil personnel, Charles de Repère, c'est de toujours garder un moyen de pression sur tout ce petit monde, surtout cette mafia locale, même votre associé local. Les nombres de mecs qui sont pris coup de couteau dans le dos, j'ai des centaines et centaines de témoignages. Toujours garder un levier. Alors, qu'est-ce que c'est que ce levier? Si c'est un business avec de l'intelligence, donc un brevet, une compétence technique, vous pouvez toujours déposer un brevet, même si ça dérange pas plus que ça les Chinois et compagnie de les copier et de les niquer les brevets. Donc moi à mon sens le meilleur moyen de tenir tous ces gens là qui ne fonctionnent pas comme des Français, ils n'ont pas la rhétorique chrétienne, ils ont rien à branler, il n'y a pas la culpabilité par rapport au vol et la honte. C'est des valeurs qui sont complètement différentes des nôtres, c'est pas le même niveau, donc n'espérez pas un sursaut d'humanité de leur part, parce que de toute façon ils savent même pas ce que c'est, ils ont rien à branler, on leur a jamais expliqué, ils ont jamais vécu, et les sociétés dans lesquelles ils vivent ne sont pas comme les nôtres, donc la confiance c'est pas possible, c'est impossible avec ces gens-là, sauf extrêmement rare cas de figure, voilà comme j'ai avec Oscar ici par exemple, il y en a, mais il y en a un sur 100 quoi. Et donc mon conseil, mon vrai conseil,
c'est qu'en fait il vaut mieux contrôler les clients et internationaux qui achètent. Parce que un mec local, feignant, parasite, parce que les mecs, il faut les appeler par leur nom, ça reste des parasites la plupart du temps, qui sont juste là en train de se greffer sur vos business pour vous donner le droit d'exercer, et donc qui branlent que dalle, mis à part la protection qui ne devrait pas exister. Donc ces parasites, s'il y a bien un truc qu'ils ne veulent pas faire, c'est aller dans un pays à l'autre bout du monde pour vendre le schlimblick à un acheteur dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Ça, la plupart d'entre eux, ils veulent pas, ils n'aiment pas, c'est pas leur truc. Donc, si vous avez un business qui exporte avec le contrôle intégral des clients internationaux, des acheteurs finaux, vous aurez jamais, vous serez jamais en situation de risque, tout simplement parce que les locaux comprendront toujours qu'ils ont besoin de vous pour vendre, pour avoir les pépettes, pour faire tourner le business. Donc ils regarderont à deux fois avant de vous buter, vous faire des propositions moches ou carrément vous mettre en tôle et vous éliminer. Ils se diront que voilà, vous servez à quelque chose. Si vous ne les tenez pas par les couilles, dès que vous avez passé à certains seuils dans tous les pays, ça arrive à tout le monde, dans tous les pays, vous passez à certains seuils, ils arrivent et clac, on vous vole, on vous prend tout, on s'accapare. Je vous rappelle que la règle sur Terre, c'est s'accaparer les biens d'autrui, sans effort, juste par la force. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors récemment, là, il y a une petite polémique avec le mot bougnoul, comme vous avez pu voir sur les récentes vidéos. Parlons de la France et de l'accaparation des biens d'autrui. Si on regarde ce qu'a fait la France, en toute honnêteté, la France s'est accaparé l'Afrique depuis je sais pas combien de siècles. Je pense que si l'Afrique nous présentait l'addition de tout ce que la France a piqué dans le sol sur plusieurs siècles, je pense même pas qu'on serait capable de payer, tellement on a volé là-bas. On a volé, on a foutu des bombes, on a tué, on a contrôlé ces pays. Donc il y a une loge maçonnique tout en mois de décembre, je crois, chaque année, qui se réunit avec tous les boss de tous les pays. Ils se foutent sur les gueules en garde un aimant, on les réunit une fois par an, on leur file les hommes, et puis quand ils exécutent pas, on envoie l'armée pour les remplacer. Il est clair que l'accaparation des biens d'autrui, c'est pas que les oligarches locaux vis-à-vis des entrepreneurs, c'est également les pays avec une grosse armée vis-à-vis des pays sans armée ou pas assez structurés, ou pas assez riches, ou pas assez intelligents. Donc c'est des phénomènes qu'on voit en permanence, c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc à partir du moment où on sort du cadre de la France, qui est quand même très très encadré, c'est le Far West, littéral. Donc il faut savoir comment ça marche. Il faut apprendre à zigzaguer. Il faut en avoir conscience. Moi, si je peux vous donner également une expérience, c'est que ici, donc pendant 3 ans, j'ai pas d'électricité. Il a fallu affronter l'administration costaricaine qui ne voulait qu'un seul truc. Mais à l'époque, j'arrivais de France et comme on m'a pas expliqué ce qu'on est en train de venir dans la vidéo, je le savais pas. Et puis j'étais un petit peu idéaliste comme de nombreux Français, parce que notre pays, mine de rien, a des valeurs qui sont propres en comparaison de ce qui se passe à l'international. Donc pour moi, le mot corruption, le truc, le machin, il n'était pas question que je fasse ça. Je faisais tout bien comme il faut, comme on me demandait, et puis je pensais que j'aurais un résultat. Et puis évidemment, des résultats, j'en ai jamais eu. Il s'est écoulé 3 ans, et puis quéquette. Et puis en fait, le mec, il attendait de se faire rincer, donc il inventait toujours un moyen de nous bloquer. C'était tout le temps bidon, mais en fait, encore une fois, on va jamais vous dire, quoi que ça dépend des pays. Il paraît qu'au Panama, c'est cash. Je ne sais pas, j'ai pas encore trop expérimenté. Mais dans de nombreux pays, on vous dit pas, voilà mec, tu vas me donner tant sur tel compte et puis ton problème va disparaître. C'est plutôt rare qu'on nous explique ça comme ça, cash. On nous dit, il y a un problème là, il faut que tu trouves une solution. Donc on solutionne le problème, on revoit le même mec qui nous dit, il y a un problème là, il faut que tu trouves une solution. Et ils nous font galoper. Et en fait, c'est leur manière de passer le message que si on veut que les problèmes s'arrêtent, il faut qu'on paye, il faut qu'on corrompe. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc moi j'ai pas intégré ici, donc j'en ai pris pour 3 ans. Voilà, j'ai mis du temps, j'ai maturé, c'est tout ce que je vous raconte. Voilà, c'est vos témoignages, c'est mon expérience, c'est l'expérience de d'autres chefs d'entreprise. Au bout d'un moment on finit par comprendre ce qui se passe. Donc maintenant quand il commence à y avoir des problèmes devant moi, on arrête tout de suite. Combien? Je pose direct la question, combien tu veux pour qu'on arrête là? Est-ce que je connais le chemin qui suit derrière? Et à partir du moment où vous êtes entrepreneur comme ça dans un environnement Far West, moi à mon avis il faut prendre ça en compte et il faut toujours se protéger, il faut toujours avoir le levier, donc il faut avoir le contrôle des clients à mon avis. Sans les clients ils peuvent rien, ils peuvent vous faire chier avec la structure, les impôts, les visites, la production, ils peuvent vous emmener partout, mais si vous avez les clients qui sont à l'étranger,
Et ils comprennent bien que là, c'est pas pour rien que les pays cherchent à attirer par des lois et par des visas et par des formules. Les pays, même en Colombie, il y a un nouveau passeport qui vient hautement simplifié. C'est pas pour rien que tous ces pays cherchent à attirer les entrepreneurs qui produisent et qui vendent à l'export, parce qu'ils savent très bien qu'ils seront incapables de le faire avant 3 plombes. Il faut aussi prendre conscience d'une chose, c'est là où c'est assez facile, c'est que généralement dans les pays émergents, les gens, à part les fils d'oligarches qui ont été étudiés à Harvard et compagnie, mais ces gens-là ne s'intéressent jamais au petit business, les gens locaux, ils n'ont pas assez de thunes pour voyager, donc ils voient bien ce qui se passe sur internet, mais déjà la plupart d'entre eux, c'est compliqué pour eux de parler une langue étrangère comme l'anglais, et grosso modo, ils n'ont absolument aucune idée de comment pense un client occidental, que ce soit américain, européen. Dans les pays émergents, en fait, la clé, mais que ce soit ici, en Amérique latine ou en Asie, c'est de penser à 24 heures, maxi 48 heures. Ce sont des gens qui sont parfaitement incapables. Ils ont des raisonnements très très bizarres, il faut le voir faire pour le comprendre. Ils n'envisagent pas le futur même. Alors, ils ont un mois en structurant une stratégie, en la découpant, en l'exécutant. Ça se passe pas comme ça. Ils voient 24-48 heures, ils font le job, il y a un lendemain, et puis ils traitent le problème, le truc chaud. Ils sont pas du tout organisés, ils sont pas du tout structurés. Leur action est pas très productive à long terme. Et ils ont absolument, donc ils comprennent absolument pas qui nous sommes en tant que consommateurs. Ça notre souci de qualité, nos trucs, nos machins, notre culture, il n'y a pas de culture dans la plupart des pays. Alors ouais, un peu de bouffe, un peu de machin, mais tout notre manière de vivre leur échappe complet. Alors quand il s'agit d'émettre des produits depuis leur pays et d'aller vendre à des gens qui comprennent absolument pas, mais il n'y a pas moyen, ça n'existe pas. Donc quand vous arrivez et que vous voyez tous ces gens qui sont prêts à produire des biens et des services pour que dalle, ou pour pas cher par rapport à votre pays d'origine, et que vous voyez bien qu'ils sont parfaitement incapables d'avoir une démarche marketing vis-à-vis des clients, le seul truc qu'ils savent vendre dans les pays émergents, c'est le tourisme en fait. Ils savent vendre, viens chez moi, tu vas voir, tu vas te détendre la couille. C'est à peu près tout ce qu'ils savent tenir comme discours, mais ils sont pas capables, pour la plupart, de créer des produits, à les vendre à l'international, spécialement en Europe ou aux États-Unis. Donc quand vous avez ça, c'est un énorme avantage en tant qu'entrepreneur. Donc moi j'ai toujours jamais bien compris pourquoi un entrepreneur qui arrive avec cet atout majeur va se faire chier à les vendre aux locaux sur des marchés qui sont faiblement solvables, alors qu'en marchés internationaux on a un avantage majeur, on connaît les besoins de la clientèle et on sait comment leur vendre. Et ça, il n'y a pas de compétition, et surtout c'est une forme de protection, parce que s'ils viennent casser les couilles en local, on dit bah ok, je me cache, je vais produire dans un autre pays. C'est arrivé ici avec les bananes, il y avait plantation de bananes à Golfito, ils ont dû se foutre sur la gueule au bout de 20 ans, les mecs, bah, je me barre, ils se sont barrés au Nicaragua, tu veux pas faire ci, tu veux pas faire ça, tu veux pas me donner ces conditions, je me casse. Non, le contrôle des clients, c'est vraiment le pouvoir absolu dans les pays émergents, c'est ce qui vous protège physiquement, je pèse bien le mot, physiquement. Vous mettez pas en place un contrôle du client, à mon avis là la partie est difficile. Donc en synthèse, toujours choisir un marché de clients solvables qui est suivant de taille importante, ce qui est une difficulté majeure pour les Français qui sont souvent un peu déconnectés de cette réalité. Ensuite, oui, la prospection de clients, c'est un putain de volume, c'est une putain de tannée pour tout le monde, c'est pas que pour ceux qui débutent, même quand on veut accroître un business, ce sont des efforts importants et qui nécessitent d'investir dans la pub, dans tout, dans du traitement de data, enfin c'est pas facile. Le mec qui dit que c'est facile, il vend des formations, mais ceux qui vendent des vrais produits, des vrais biens, des vrais services à des vrais clients avec des transactions autres que par le net, c'est vraiment pas facile. Oui, il faut le savoir, c'est même super dur. Et enfin, si vous êtes en train d'entreprendre dans les pays émergents, protégez-vous, gardez le contrôle de vos clients internationaux. Sinon, ne grossissez pas, parce que invariablement, vous vous foutez la gueule dans les oligarches locaux, ou les mafias, les politiciens, enfin tous les mecs qui dominent le local, et tôt ou tard, ils vont vous couper la gorge. Bon, matière de formation, si je dois vous vendre la saucisse, là, donc j'ai un pack entreprendre, le souci des entrepreneurs français, au-delà de gérer l'estimation de la demande sur laquelle ils vont essayer d'offrir un service ou un bien. Et un autre souci, c'est qu'en fait, les Français, ils ont extrêmement peur. On est un peuple extrêmement peureux, extrêmement dominé par la peur refoulée en plus. Ils ont extrêmement peur de se planter. C'est un thème majeur qui revient. Et donc, comme on me posait toujours la question, non, on ne me posait pas la question directement, Charles, j'ai peur de me planter en lançant un business. Ça se passait pas comme ça. On m'écrivait un message couvert de peur induite, où on me disait que voilà, on voulait entreprendre. Donc j'en ai déduit que la peur était quand même un frein majeur, si ce n'est pas le premier pour entreprendre. Donc j'ai créé une formation qui permet de checker, d'avoir des métriques, d'évaluer et de savoir, de mesurer son action.
et de savoir s'il faut dire oui ou non, si c'est acceptable comme business ou non en fonction des résultats. Donc c'est un pack à entreprendre, et récemment, suite à des conversations et suite à des expériences personnelles à nouveau qui ont été totalement étonnantes, j'ai sorti une petite formation à 27 €, alors là c'est vraiment accessible, sur les 2 manières de monétiser ses expertises via le monde moderne. Alors pour le coup, la première formation, le pack, c'est destiné, c'est vraiment tout terrain, ça peut servir à n'importe quel entrepreneur dans n'importe quel secteur. Ce sont les fondamentaux de la manière dont j'estime que l'entreprise marche, mais j'en ai vu suffisamment pour savoir voilà, que ce qui marche, au moins la mécanique de la création de valeur de l'entreprise. C'est souvent quelque chose qui échappe à la personne qui se lance. Donc la deuxième formation, c'est vraiment le business internet, le nouveau business des plateformes, qui est assez étonnant. Donc on peut vendre déjà beaucoup de choses par les plateformes, que ce soit Etsy pour des produits uniques, Amazon pour des produits en grande série. Vous avez donc Airbnb, toutes les plateformes pour la valorisation des biens immobiliers. Vous avez donc eBay, en France vous avez Price Ministère, je sais pas, c'est Discount, enfin toutes les plateformes pour vendre X produits. Puis après vous avez les plateformes où vous pouvez vendre des services. Puis vous avez les infoproduits que vous pouvez vendre. Vous avez également, nous on a utilisé ça pour des prestations de services dans la com, donc c'est assez étonnant. Donc vous pouvez vendre du service en B2B. Donc il est clair qu'il existe aujourd'hui des choses à comprendre pour cartonner dans une vague en fait. Mais aussi il y a un autre défaut de la part des Français, c'est quand ils entreprennent, ils veulent recréer l'eau chaude, parce qu'ils estiment qu'en fait le vrai entrepreneur c'est le mec qui crée de rien un truc révolutionnaire. Alors on a quand même cette espèce de biais de vouloir recréer la saucisse de A à Z. Alors que la plupart du temps, la saucisse existe déjà sur Terre, elle a déjà été inventée, et il y a plus une manière, c'est plus l'entrepreneur un travail de valorisation des ressources que de créer de A à Z. Il faut savoir que la création de A à Z, la plupart, ça échoue, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a très peu qui arrivent à mettre sur orbite du disrupting de tendance, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Donc il est beaucoup plus safe de surfer sur les tendances existantes. Et donc ma petite formation à 27 €, c'est vraiment des tendances... J'ai envie, c'est assez étonnant, je l'ai mis à 27 €, c'est cadeau franchement. C'est 1 heure, en 1 heure, normalement vous modifiez complètement votre approche de l'entreprise et puis vous faites plus chier en fait. C'est vraiment, je pense qu'entrepreneuriat, entre guillemets, plus facile, parce qu'entrepreneuriat ça reste dur, mais il y a dur et moins dur. Dans l'entrepreneuriat moins dur, il faut tout simplement comprendre les tendances qui poussent et se mettre dedans. Et ces 2 tendances-là, pour monétiser ces expertises, ça pousse fort en ce moment. Mais vraiment super fort. Donc voilà, si l'entreprise vous intéresse et que vous ne savez pas par où prendre le Schlimblick, si vous êtes vraiment débutant, je vous recommande mon pack, parce que à un moment il faut piger quand même de quoi il en retourne, les boîtes. Si vous avez déjà une boîte et que vous voulez, comment dire, appuyer sur le champignon, je vous recommande ma petite formation à 27 €, ça va pas vous ruiner, et normalement ça devrait vous faire réfléchir. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt.